Moi, j'étais, un peu jalouse des acteurs qui avaient la possibilité de tourner dans des drames, parce que la comédie, ça exige toujours d'avoir un pas de côté. Je me disais: «Ah, j'ai envie de jouer des choses auxquelles où je suis même pas obligée d'avoir un pas de côté, où on peut être pleinement dedans, dans l'émotion, dans ce qui se passe et tout ça». Je me dis: ça doit être super». Moi, j'aurais une première question. Mmh. Qu'est-ce que vous évoque le nom de Monsieur Levent? Ah oui, carrément, quand on remonte au on va prendre beaucoup le temps là. Parce que Monsieur le Vent, c'était une poésie. Alors, de peut-être de Maurice Carême, enfin je sais plus. Mais c'était, une poésie que je devais, lire, ou plutôt réciter sur scène, enfant. Même avant, en Belgique, on appelle ça les primaires, CP, CE1. Donc avant les primaires en maternelle, donc en France, ça doit être les en grande section et je devais, lire ce poème sur scène, devant, un parterre de parents déjà, complètement acquis à leur progéniture, quoi. Et je me rappelle, en fait, j'ai encore les impressions, de ce que j'avais ressenti et je me rappelle de la salle et tout ça et donc il y avait la directrice de l'école qui était cachée dans un truc, qui avait l'air de prendre tout ça très au sérieux et quand je suis arrivée, je sais plus si j'ai eu un trou de mémoire ou quoi, mais je pense que tous les le fait de voir la directrice comme ça, comme si on faisait vraiment une chose très importante, l'assemblée de parents, moi là, la timidité, peut-être un sentiment un peu absurde, qu'est-ce qu'on fait là? Mais surtout la timidité m'a fait avoir un fou rire, très fort et je me souviens que ce fou rire a évidemment, comme souvent les fous rires, contaminé toute la salle, quoi. Et que la directrice était horrifiée parce qu'elle avait pas l'air de trouver ça très joyeux elle, mais elle tenait très fort à son Monsieur Levent qui n'est jamais sorti en fait, hein, ça s'est arrêté à peu près à cette phrase-là. Je pense pas que ça soit très grave, mais je me rappelle en tout cas de cette impression d'être sur scène, de rire et que ça ait une résonance comme ça et je me dis que c'est peut-être, quelque chose qui a guidé dans l'envie de monter sur scène en fait. Quand même un truc un peu, exhibitionniste, narcissique dans cette démarche-là, mais peut-être qu'il y avait vraiment cette idée: «Ah, il y a quelque chose qui peut se transmettre, il y a quelque chose où on peut, quelque chose se passe quoi. Quelque chose s'est passé à ce moment-là, je crois». Ouais, en tout cas, je m'en souviens extrêmement bien. Vous dites dans les interviews que, donc enfant, vous aviez envie de devenir actrice, Oui. mais que c'était un peu comme tous les enfants, sauf que vous, derrière, vous l'avez vraiment fait. Donc en fait, à quel point c'était un désir qui était fort et qui vous a suivi pendant toute votre enfance? Oui, mais après, il y a toujours des gens qui disent: «Ah, si on veut, on peut, il suffit d'y croire pour», moi, je crois pas trop à l'égalité des chances, hein. Je veux dire qu'il y a aussi une part de chance, en fait, que c'est pas parce qu'on y croit plus que les autres que ça fonctionne. Il faut y croire, il faut avoir envie. Il y avait Brel qui disait dans une interview, c'était chez, Jacques Chancel, et tout ça, il disait: «La chance, c'est un examen pour lequel on est préparé». Donc il y a à la fois la chance, mais il y a à la fois, effectivement, l'idée de travailler dans un sens. Mais moi, j'ai eu un chemin très, très biscornu. À un moment, j'ai carrément renoncé à ce désir d'être comédienne. Et puis après, on se transforme. Et après, on a des désirs parfois enfants. Et puis, quand on est ado, ils changent, machin, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai gardé cette envie-là. Et puis après, comme je me dis, bah, je suis trop nulle, quoi, ou médiocre. Et puis j'avais peur. Et du coup, effectivement, j'ai abandonné ces désirs-là. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose où j'ai plus eu peur de rater. Et là, du coup, on se lance, puisque on cherche pas à réussir, c'est plus simple. Moi, j'ai voulu être actrice. Ça a pas changé en grandissant. Je montais des pièces de théâtre à l'école. J'avais aussi une sorte de fantasme de ce que pourrait être potentiellement la vie d'actrice. Enfin, c'était pas que, si je dois être honnête, que, j'étais pas que bouleversée par les grands auteurs. Il y avait aussi toute une partie fantasmagorique de la vie potentielle. Puis Paris, pour moi, c'était Hollywood, quoi. Il y avait un truc, enfin, il y avait quelque chose et j'aimais tellement aller au cinéma qu'il y avait un truc un peu comme dans le film de Woody Allen, La rose pourpre du cœur, où tu avais envie d'appartenir à l'écran, quoi. Il y a un truc comme ça. I'm not Tom. I'm Gil Shepard. I play Tom. How do you know Tom? Oh my God, I don't believe it! Après, en Belgique, c'est pas non plus, comme s'il y avait des films qui se faisaient à tous les coins de rue, quoi. Donc, après le bac, même si on n'a pas ça chez nous, bah, j'ai fait une école de théâtre et là, je me suis retrouvée face à, même si il y a un examen d'entrée, mais face à où j'avais été prise, mais à des peurs, quoi. C'est-à-dire incapable de sortir des choses librement de soi. Vouloir les retenir, se sentir coincé, un manque d'audace, une timidité,
Et puis on sent aussi qu'on est choisi au départ dans une école, et puis on sent qu'on déçoit, que les gens font « pas si intéressante au fait ». Et on y croit parce que quand on est acteur, on travaille avec son propre instrument. Donc quand on vous dit c'est pas très intéressant, il faut se rouler dans la merde un peu, là c'est trop lisse, on se dit ah ouais non mais c'est vrai. Enfin, donc c'est un rapport à soi qui est quand même complexe. Et donc après, donc je sais pas très bien. Donc j'ai erré dans ma vie et dans Bruxelles. Il fallait bien gagner un peu d'argent, donc j'étais serveuse en boîte. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé si ça m'intéressait d'être animatrice télé. Je pensais non, mais j'ai dit oui. Regarde-moi ça. Tadam, tadam. Le disque d'or dit fabuleux. T'as vu ça? Il est splendide. Je te l'offre. Et je me suis retrouvée à animer une émission avec des couettes sur la tête. Où à l'époque, c'était une émission musicale quotidienne assez regardée. Il y avait des trucs cool, genre les Simpsons et tout, mais c'était vraiment une époque où c'était l'époque des boys bands et des trucs comme ça. C'était invraisemblable, les gens qu'on rencontrait. Enfin, mais en même temps, c'est marrant. J'ai interviewé Britney Spears, il y avait les Spice Girls et tout. Et il y avait surtout une possibilité de second degré aussi très fort. Enfin, c'est-à-dire que toute prise au sérieux était absolument impossible. Donc oui, il y a eu un renoncement, en fait... c'est-à-dire qu'on a rêvé de quelque chose tout le temps et puis on se dit tiens qu'on n'ose pas. Mais je crois aussi il y a une phrase qui dit qui voudrait appartenir à un club qui t'accepterait comme membre. C'est-à-dire que quand tu rêves très fort quelque chose, quand tu as envie d'appartenir, tu te dis presque, enfin c'est ce que je ressentais à l'époque, que si tu peux le faire c'est que c'est nul. Donc je sais pas, j'ai pas fait de psychanalyse, mais je pense que j'en aurais besoin. Enfin, après, ça s'est réglé dans l'action des choses et dans le fait de plus avoir, peur de rater, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a une perception comme ça que la vie, une perception très nette, presque physique, que la vie est quand même une chose qui va passer très vite. Et que le fait de passer beaucoup de temps en se disant qu'on est trop nul pour ça, c'est aussi une forme de narcissisme, et qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Donc, on perdre en fait l'idée que rater serait une chose abominable. Juste essayer de faire. Mais le problème, c'est que... Enfin, le problème. Disons que la première émission que vous faites, vous avez 19 ans. Donc ce trac, il doit forcément être encore là. Pas quand je faisais la télévision, j'avais aucun trac. Parce que j'ai aucun. Parce que j'ai aimé le faire. Mais j'avais pas d'ambition du tout. J'avais pas peur de rater. Ça signifiait pas quelque chose pour moi. Je me trouvais presque déjà à côté de ma vie, quoi. Donc je me disais, alors c'était chouette parce que j'essayais de trouver des gens qui me plaisaient, ou trouver un moyen de s'amuser. Mais bon, je faisais une émission aussi où je disais, alors on cherche le nom d'une chanteuse, son nom commence par Mado, finit par Na, si vous avez une idée, appelez-nous. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'à un moment donné, je sois... Bon, donc tu es obligé de prendre une distance par rapport à ça. Et le trac, là, non, parce que... C'est comme si je décidais moi de ce que je mettais au devant ou pas d'un personnage. J'avais parfois un peu honte, oui, mais le trac, non. Je parle pas de Nouvelle Star et tout ça. Hein. Parce que j'allais dire, la Nouvelle Star, ça doit être différent. Il y a une gestion du direct, Oui, et puis même, il y a des moments en Belgique, dans les émissions que j'ai fait, où il y avait des trucs que je trouvais quand même chouettes et tout ça. Alors, la Nouvelle Star, ça, c'était la première fois que je faisais une émission de télé que je trouvais pas mal. Je trouvais qu'il y avait autour de moi des choses bien, la manière dont s'exprimait le jury, les candidats. Et j'aimais bien cette idée qu'à 20h50, sur une chaîne en plus, qui n'est pas une chaîne publique, quoi, qui est quand même un truc qui a un peu d'ambition, et une forme d'exigence. Bravo! Merci. Un choix osé donc, qu'en a pensé le jury? Du bien que du bien. Alors le trac, à ce moment-là, j'ai l'impression de faire comme un pacte avec le diable, c'est-à-dire... qui s'emballe un peu, quoi. Non, mais c'est-à-dire que je réduisais l'importance de la chose. Donc parfois, tu en profites un peu moins. Mais je me disais, qu'est-ce que c'est, franchement? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, pour pas avoir peur... Mais du coup, ce que je veux dire avec le pacte avec le diable, c'est que, par exemple, et c'est là où j'ai bien vu que je n'étais pas une vraie animatrice télé de divertissement, c'est que quand on me disait ce soir, personne ne va regarder parce qu'il y a le débat de Sarkozy et Ségolène Royal en face, je me disais, ouais, génial. Je me sentais beaucoup plus tranquille s'il n'y avait pas d'audience, quoi. D'ailleurs, dans la Nouvelle Star, malheureusement, on faisait beaucoup. Mais pour pouvoir être tranquille, enfin... Et puis surtout, j'étais très coincée, donc moi, j'écrivais tout. Enfin, en plus, tu peux pas être libre de tout ce que tu dis en télévision. Tu dois dire des phrases improbables que j'essayais de pas dire, genre... je sais pas, moi, pour l'un d'entre eux, avec les candidats, pour l'un d'entre eux, tout va s'écrouler, enfin, comme si sa vie allait devenir minable. Ou si vous voulez savoir c'est quoi le bonheur, on se retrouve juste après la pub. Non.
Enfin, tu sais, des espèces de phrases types que tu essaies d'éviter. Je me disais toujours que si quelqu'un que j'aime bien tombe, zappe à ce moment-là, qu'ils ne me disent pas qu'est-ce que le débile, la pauvre. Donc, j'essaie de garder un humour, en même temps de ne pas faire comme si j'étais plus intelligent que le programme, et puis quand même je valorisais, puis il me reste d'ailleurs des amitiés, comme Julien Doré par exemple, de cette époque. Donc je valorisais ce qui se passait, mais le trac, je me disais, bon, surtout parce qu'il y avait des trucs, c'était très, tu sais, la musique, les portes qui s'ouvraient, avec une longue robe, tu devais descendre les escaliers, je m'imaginais toujours que je pouvais tomber, qu'on pouvait voir ma culotte, alors j'avais préparé quand même un mini-short pour que ça soit pas trop humiliant. J'avais une blague déjà en tête au cas où ça arriverait. Sinon, je me disais, mais qu'est-ce qui peut bien t'arriver? Avant, quand j'étais pétrifiée au début, quand je faisais de la télévision, j'avais toujours l'impression qu'une chose horrible allait sortir de ma bouche, qu'elle allait faire en sorte que je serais réduite aux ténèbres pour le reste de ma vie, qu'un truc dégueulasse allait sortir, la pire des... Je sais pas. Et après, bon, je me disais, qu'est-ce qui peut se passer? Ma mère va plus dire, je suis plus ta mère. Enfin, je veux dire, il peut rien se passer de grave. Et à un moment, je me rappelle aussi que quand même tout était écrit, un peu coincé. Puis je me souviens d'une émission, on m'avait dit la pub ne part pas, il faut que tu ailles parler. Hein? Quoi? Et donc on se retrouve devant le... Et quand même, en fait, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais ça avait l'air articulé. Je pense qu'il y avait une grammaire qui devait à peu près se tenir. Et que j'ai réussi à parler pendant 4 minutes. Alors, pour moi, parler dans le vide, sans rien, c'est vraiment le truc. Et que j'ai réussi à tenir le truc. Alors ça faisait l'idée que quand même, on n'est pas complètement au courant de ce qu'on a autour de nous, quoi. Il y a parfois une part d'inconscient qui a emmagasiné certaines choses et qui peut prendre la relève. Donc parfois, on se dit qu'on est une grosse nulle, mais en fait, il y a quand même des choses qu'on sait faire. Ça, tu m'aurais dit avant, qu'il y avait 4 minutes, j'aurais écrit... à un moment, j'ai fait une émission de radio en Belgique. Et j'écrivais tout, quoi, même mes blagues, même le fait de me tromper pour que c'est l'air naturel, tout était écrit, tellement j'étais... pas de confiance en soi, aucune. Mais après, ça passe. Une fois qu'on a fait le truc, on se dit, bon, en fait, c'est pas si compliqué. Et c'est vrai qu'on essaie de réduire les enjeux, quoi. C'est bon. Même si à la télévision, il y avait un truc un peu, attention, en direct, moi, non. On dit, ça va, c'est pas l'investiture des États-Unis, c'est pas... en plus, pas trop de gens regardent, ça va, ça va. Et puis on se dit, bah, 6 millions quand même. Oui, bon. Donc ça allait aussi, et puis pas de faire trop de grands cérémonials avant de se lancer, c'est-à-dire le côté attention, je vais me concentrer, faut que ce soit un peu le bordel pour que tu y ailles comme ça. Mais quelque part, cette idée du trac, je l'aime pas trop, et c'est pour ça que je suis contente de faire du cinéma aussi, parce qu'il n'y a jamais cette obligation de réussite. Si tu penses pas à l'obligation de réussite, t'es dans le moment et il y a comme un geste plus libre qui peut se faire, quoi. Il y a un truc qui est surprenant, c'est que vous êtes parti de la télévision au moment où vous étiez en train de grimper perpétuellement et d'être de plus en plus connu, on donnait des choses de plus en plus grandes. Vous avez eu un moment la question de est-ce que je pars maintenant? Est-ce que j'attends un peu? Est-ce que c'est la bonne décision? Vous avez eu peur ou pas? Non, pas du tout, j'ai pas eu peur du tout. Parce que cette question, justement, de se dire, c'est un moment où on vous propose beaucoup de choses, vous êtes mis à l'avant, vous pouvez être plus connu, peut-être même gagner plus d'argent, c'est pas ça qui me faisait sentir bien, en fait. Bon, on découvre pas quelque chose là tous ensemble. C'est pas qu'il y a un problème de sens, en fait. Et finalement, on est quand même mieux qu'on arrive à donner un sens, qu'on croit vraiment aux choses. Donc... non, j'avais pas envie de m'installer ça me touchait pas cet endroit-là. Peut-être même que le fait d'être de plus en plus installé, il fallait essayer et tenter autre chose, même rater, même gagner moins d'argent, être moins connue, chercher, quoi. J'avais pas 5 enfants à nourrir, j'étais pas tenue par des choses, donc c'était la moindre des choses que d'essayer de faire des choses qui vous plaisent, parce que par moments, on sent bien qu'on est un peu à côté de soi, qu'on fait semblant de... Mais non, comme je dis, je m'en foutais des audiences, je m'en foutais quand même de la gloire. Quand tu rencontres des gens et tout ça, ils te valorisent surtout parce que tu appartiens à un endroit qui est celui de la télévision, de visibilité. Parce qu'ils pensent peut-être qu'il y a de l'amour qui s'échange à cet endroit-là, mais non, en fait. Enfin, parce que ça apporte pas, ça ne nourrit pas... c'est un peu un cliché, hein, mais pour le coup, je l'ai prouvé. Peut-être on peut rêver de ça, mais en fait, ça apporte pas grand-chose. Si soi-même, on n'est pas convaincu, il faut être convaincu, il faut avoir envie de transmettre quelque chose, ou je sais pas. Et là, c'était pas le cas.
J'avais aucune ambition, aucune. Alors tu pouvais me dire quoi? Mais alors après, tu pourrais aller sur TF1 pour faire ci ou ça et présenter une émission, encore plus d'audience. Oui, bon, et... Il y a des gens qui ont construit des carrières comme ça. Ah oui, mais peut-être que ça leur plaisait à eux. Moi, je suis pas du tout en train de faire un jugement moral sur les trucs. C'est qu'il faut quand même trouver quelque chose qui a un lien avec toi, ou trouver du sens, chercher quelque chose. Et voilà, mais je me rappelle qu'on me disait, attends, quand même, animatrice, là, t'as une super position, des acteurs, des actrices, il y en a 12 milliards, tu vas être une perdue dedans. Je me posais pas tellement cette question-là. Oui, bon, peu importe, je vais essayer de faire des choses... ça sera du théâtre. Je n'avais pas une idée précise de là où je voulais arriver. Je voulais chercher. Et certainement pas. J'ai pas du tout le truc de me dire ah là c'est bon, là maintenant j'ai un bon salaire, une position qui est bien. Enfin non quand même. Enfin c'est la mort ça. Et c'est une décision qu'on prend rapidement ou que vous avez quand même mijoté pendant plusieurs Non, ce qui mois. m'empêchait de le faire avant, c'est que je me disais, oui, mais tu vas faire quoi? Qui t'attend quelque part? On va pas se dire, alors je suis là les gars. Bah oui, mais t'es toute seule, hein, ma fille. Donc il faut... je pense que quand même la Nouvelle Star, ça avait une image assez chouette quand même. Donc peut-être que c'était moins perçu comme... la blonde de la télé, quoi. Enfin, il y avait quand même moyen c'était quand même un peu spirituel par moments. Il pouvait y avoir un peu de dérision, tout ça. J'avais fait beaucoup je faisais pas beaucoup d'essais d'ailleurs. Pour vrai, j'en ai dû en faire 2, 3. Et puis j'ai été prise sur un film. C'était un petit rôle, mais c'était trop chouette. C'était un film de Philippe Lefebvre. Le siffleur. C'est quand même un peu plus de 300 000 euros. Hein. C'est déjà ce que je touche, rien qu'en étant gentil avec lui. Et là, je sais pas, sur le plateau, oui, moi j'étais dans une joie, mais une transe. J'étais pas en hystérie, hein, j'essaie de garder ça à l'intérieur de moi, mais je trouvais ça incroyable de faire ça, de jouer. C'était voilà. Et puis après, petit à petit. J'ai eu de la chance, je pense, que les premiers films que j'ai faits, et ça c'est vraiment de la chance, aient marché. Ce qui fait que les gens ont envie de continuer à vous faire travailler. Et là, on commence à avoir une responsabilité. Je n'avais pas non plus des propositions et un choix énorme. Mais il faut commencer à préciser les choses, puisque si c'était pour retrouver au cinéma le même langage que j'essayais de fuir à la télévision, c'est-à-dire, attends, oui, non, là, il ne faut pas faire ça, c'est segmentant, ça c'est anxiogène, enfin, des espèces de trucs comme ça, où tout est trop carré, en fait. Je crois que c'est ça que j'ai envie de dire. C'est le truc carré. Attends, t'as un CDI ou t'as un CDD, voilà ce qu'aiment les gens. Voilà. Enfin, tu vois, il y avait des choses qui étaient trop publicitaires, en fait, trop encadrées. Enfin, t'avais envie d'être dans quelque chose de plus flou, de plus artistique, peut-être. Puis tout le monde a envie, à quelque endroit, d'exprimer quelque chose de lui, et à cet endroit-là, j'avais envie d'essayer ça. Et ça n'avait rien à voir avec la réception. Je ne me disais pas, je veux être connue ou machin, je veux essayer de chercher quelque chose. C'est comme si on sentait qu'il y a un endroit où c'est étriqué, qu'on a besoin d'exprimer autre chose, juste. Ouais. Et quand vous rentrez de votre premier jour de tournage de cinéma, oui. faites quoi? Ah, mais je me souviens d'une impression, on va revenir à Jésus, Benedetta, etc., mais j'ai l'impression que je marchais au-dessus du sol, quoi, genre, comme ça, il y avait vraiment une impression, les premières fois, tout à fait folle, d'abord de ces endroits où tout d'un coup, il n'y a plus la notion du temps, en fait, où 3 heures deviennent 2 secondes, on ne sait pas exactement... j'avais beaucoup de freins encore. Heureusement, on les perd. J'étais pas complètement libre dans le jeu. Il y avait des choses... Ce qui est intéressant, c'est qu'après, en travaillant avec des réalisateurs dont tu te sens plus proche, tu peux trouver des libertés nouvelles. Mais l'impression, c'est pas d'avoir trouvé sa place, parce que j'ai l'impression que dans la vie, tout est mouvant et qu'on n'a pas une place, un endroit. Mais peut-être quand même que la joie qu'on peut ressentir, ça nous indique qu'on prend un chemin qui n'est pas complètement faux. Même si la joie, elle peut pas, tu peux être dans un état de joie en permanence, mais ça révèle quand même qu'il y a quelque chose là d'intéressant. Oui. Écoutez, je vous propose qu'avant qu'on continue sur la comédie, vous tourniez vers là. Bien sûr, tout à fait.
c'est Christophe la tortue, Willem. Ah oui, Julien, évidemment. Julien, moi Lolita. J'étais trop fière de faire l'émission quand je le voyais chanter en fait. Je me dis, ça allait bien cette émission quand même, il est génial ce gars et tout. Et il m'intimidait d'ailleurs, on est devenus très amis, mais j'osais pas trop lui parler quand il y avait l'émission. Ah, je le trouvais dément. C'est une gagnante de la Nouvelle Star ? Oui. Blonde. Ça commence avec un A. Amandine Bourgeois. Ok, je suis amnésique. Jonathan Serrada. Ouais, première édition. Je crois même pas que j'animais le truc. Non, en fait, j'animais la partie belge. Moi, je faisais le petit truc avant. Bonjour à tous, dans un instant, on va retrouver la Nouvelle Star. C'était vraiment très ennuyeux. Vous pouvez vous retourner. Mais comment vous avez fait pour les projets qui vous intéressaient ? Est-ce que vous deviez les convaincre les gens ? Peut-être que les gens se disaient « Ah, c'est l'animatrice d'M6 qui débarque et qui veut faire du cinéma ». Ah oui, mais ça c'est bien normal du coup. Oui, alors les convaincre, ça c'était très dur pour moi. Parce qu'en plus je me suis dit merde, en plus en France il y avait un truc où on faisait pas... Mais non, c'est bizarre, j'en fais, j'aime bien ça. Et j'aurais voulu que ça se passe comme ça au début, mais quand on passait des essais, on rencontrait plutôt les gens dans un café. Donc on parle. Et comme j'ai un problème d'estime de moi, j'étais pas super séduisante, quoi. C'est-à-dire que quand une réalisatrice, je me souviens, qui faisait du cinéma un peu intéressant, on me disait « Mais quel film tu as fait ? T'aimerais que je voie ?»« Ah non, aucun. Et t'es libre quand ? Bah tout le temps. » Enfin, on peut pas dire que j'étais pleine de mystères avec « Oh là là, comment essayer de la prendre ?» Non, mais j'aurais voulu jouer ou montrer quelque chose. Donc, convaincre, c'est difficile de convaincre. Je crois que c'est peut-être quand même... en jouant, en essayant même dans des films où il y a des personnalités un peu carrées, d'essayer d'agrandir un peu les choses et que du coup, je pense aussi la chance que ces films marchent, qui font qu'on continue. Et puis après, c'est-à-dire quand quelque chose résiste, inutile d'insister. Donc moi, on me proposait des comédies, après on m'a proposé énormément de comédies romantiques, il y avait des choses bien, des choses moins bien. Mais à un moment, plutôt que il fallait que je fasse quelque chose de ça. Je pensais à des gens beaucoup plus connus, beaucoup plus grands que moi, des actrices de comédie romantique que j'adore. Je pensais à Drew Barrymore, par exemple. Je me dis, mais c'est cool, en fait, d'être ça. C'est pas grave si je suis toujours dans le même type de personnage. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Puis je reçois le scénario de 20 ans d'écart. Je me dis, waouh, il y a les 3 quarts qui sont vraiment déments. Il y a un autre quart que je trouve trop produit, trop sur une thématique. Salut. Ça va ? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Bah écoute, j'avais perdu ton number, en fait. Ah. Et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. Et je rencontre le réalisateur qui a quand même une vision, qui a envie qui sait ce que c'est que le cinéma. Du coup, on retravaille l'écriture ensemble. C'est s'investir aussi, en fait, dans les choses pour que... Et du coup, le film me plaît. Là, c'est un peu comme ce que j'ai dit sur la Nouvelle Star. C'est que là, tout ce qu'il y a autour de moi, je le trouve super. Je trouve que le film est bien dans ce qu'il raconte, qu'il a quand même, que c'est pas parce que c'est une comédie qu'il n'y a pas d'esthétique, que ce qui est raconté est assez beau. Donc voilà. Et puis quand on reste cohérent avec soi, moi finalement après c'est quand même beaucoup un film que j'ai fait qui s'appelle Victoria que j'aime bien moi, où j'ai rencontré quelqu'un de super, Justine Triet, qui est la réalisatrice, qui est démente. T'es un chercheur au chômage. Ok. Il faut qu'ils sentent que tu as une vie saine, équilibrée, que tu as des responsabilités professionnelles aussi, que tu remplis. Mais enfin, moi, je suis très précaire. C'était chouette parce que je me sentais beaucoup plus libre. Je crois que c'était plus fouillé dans plein d'endroits, que je jouais pas que la fille sympathique, indépendante, etc. Que c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus biscornu, parfois plus dépressif, plus drôle aussi. Peut-être plus le genre de film que, comme spectatrice, j'irais voir. Et après ce film-là, j'ai eu des propositions vraiment beaucoup plus larges. Mais je suis pas sûre qu'il y aurait eu Verhoeven s'il n'y avait pas eu ce film-là. Enfin, ça se précise petit à petit, quoi. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir une confiance en soi quand rien ne t'indique que tu peux l'avoir, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une confiance genre je suis très bonne, ça va aller, mais de l'importance totale quand même d'essayer de faire des choses qui auraient un sens pour toi, où tu peux inscrire quelque chose bon. Et puis s'en emparer. Si du coup on te propose un film, tu peux aussi réécrire certaines choses. Si ça va pas, enfin c'est pas parce que t'es acteur que t'es forcément ou actrice, que t'es muse, que t'attends. Il y a un truc un peu problématique dans ce métier qui serait l'idée d'attendre
que le désir qu'on aimerait qu'on nous porte se porte sur nous. On peut, enfin, je sais pas, il y a aussi quelque chose où on peut essayer de proposer. Alors, convaincre dans la séduction, moi, c'est un truc qui me panique, hein, que ce soit, sans rentrer dans ma vie privée, mais que ce soit avec les hommes ou avec les réalisateurs, enfin, parce que j'ai l'impression que dès qu'on veut plaire, on est complètement à côté de la plaque, enfin, donc c'est un peu compliqué. Mais quand ça passait par le jeu, pouvoir faire des essais en jouant, pas juste en prenant des cafés, en essayant de parler de tes qualités, quoi. Ça laisse tomber. Mais en jouant, oui, parce que j'aimais quand même bien, donc je pouvais m'abandonner. Mais il y avait au début un frein. On pouvait se dire, ah tiens, pour une animatrice télé, c'est pas si mal. Et puis après, bon, les choses passent et les choses... En fait, tant que moi, c'est assez simple, tant que moi j'avais un peu honte, ça n'allait pas. Et puis, la légitimité, on peut la trouver qu'à l'intérieur de nous, quoi. Quand en fait, à un moment donné, mais c'est aussi beaucoup grâce à Justine, quand à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est mon parcours, c'est le mien. Et il n'est pas plus nul, ni meilleur qu'un autre. Juste, en fait, arrive à se dire qu'on est aussi quelqu'un de valable, en fait, puisqu'on est quelqu'un. Donc, ça aide un peu. Et cette acquisition de confiance en soi, vous l'avez eue progressivement ou c'est vraiment Victoria qui a donné un bond énorme? Non, c'est progressif. Ouais. C'est progressif, quand même. Alors, tu peux pas, tout seul dans ton coin, te dire, OK, rester chez toi, faire je sens que la confiance en moi, elle arrive là. Elle va plus me lâcher bientôt. Non, donc ça, c'est aussi en rapport avec des gens que tu arrives à rencontrer. C'est la légitimité du regard aimant, c'est-à-dire par exemple, l'ancien patron de Canal+, qui est maintenant président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, quand je sors de M6, que je veux faire une pièce de théâtre, lui qui, à ce moment-là, il s'occupait d'un théâtre à Paris, il a écouté mon projet, il n'était pas snob du tout. Il s'est dit, oui, c'est super, il m'a vu, moi. C'est comme Verhoeven, par exemple, quand je fais des auditions pour lui, il ne sait pas quel est mon parcours avant. Enfin, donc, Justine, même, m'a dit, oui, tu joues super bien dans 20 ans d'écart. Mais ce n'était pas tellement ça. Elle m'avait vu, je ne sais pas, moi, dans une émission avec Frédéric Lopez, où elle avait trouvé que c'était chouette. Je me dis, si j'avais su qu'une émission allait pouvoir me permettre de... Le silence, là, avec les trésors de voitures qu'on a eus, ça fait du bien. Et puis après, je crois très fort quand même à l'expérience, en fait. Plus on fait les choses, plus on arrive à... on s'adapte, on comprend, on emmagasine des informations, à condition qu'on essaie de rester un peu curieux, éveillé et enthousiaste. Puis c'est aussi une période où vous rencontrez et vous jouez avec des gens que vous admirez. Vous avez joué avec Isabelle Huppert avant elle, pour Anne Fontaine. Enfin, vous rencontrez des gens qui pour vous étaient, j'imagine, un peu inaccessibles. Enfin, c'est un... Oui, mais oui, puis, oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Oui. De pouvoir les regarder travailler, pouvoir même travailler avec eux. Mais du coup, c'était surtout, en fait, quand au début, j'ai commencé à faire du cinéma. Alors, je vais revenir avec mes complexes, ça va mieux maintenant, franchement, ça va. Mais à l'époque, je me disais, alors, je suis pas assez jolie, donc il faut que je sois vraiment drôle. Mais alors, je me disais même à la cantine, sur les tournages, je me dis, il faut que je sois marrante, c'est le meilleur moyen de ne pas l'être. Je ne me trouvais pas assez... Et j'ai l'impression, dans certains films, que je devais jouer une sorte de personnalité, quoi. C'était aussi de nouveau pour plaire, tu n'arrives pas juste à être toi et tu es tranquille. Et c'est qu'à un moment donné aussi, j'ai commencé à travailler avec des gens où j'arrivais à être moi-même, en fait. Et parfois, les gens, donc, comme on a parlé, Isabelle Huppert, par exemple, je me souviens très bien la première fois, c'est sur un film d'Anne Fontaine. Ça vous gêne pas de vous promener en slip dans mon appartement? Non, je l'enlève. Quand je suis arrivée, qu'on m'a dit « Ah, Isabelle, elle attend pour vous voir, elle est très excitée de vous rencontrer. » Je me dis « Ah bon, elle est folle ou quoi ?» Elle avait regardé, je crois, La Nouvelle Star et tout ça. Mais après, je me souviens qu'après avoir joué ensemble, elle est venue me voir en me disant « C'est bien, en fait. » Et ce regard-là, tu l'oublies pas. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que sur les films que je fais, j'ai toujours des partenaires vraiment intéressants, quoi. Non, je me demandais en fait, avant Victoria, est-ce que finalement l'aspect comédie, toutes les comédies que vous avez fait avant d'arriver à des rôles, on va dire, un peu plus dramatiques, oui. Est-ce que ça te dévergonde pas un peu, justement? Parce que justement, le côté, entre guillemets, belge de c'est pas si grave, ça implique encore plus ça quand on fait de la comédie. Ah oui, je pense. Enfin, moi, franchement,
je ne vais pas faire des hiérarchies d'acteurs, etc. Mais ceux pour lesquels j'ai le plus d'affection, ça serait les grands génies comiques, quand même, de Chaplin et Jim Carrey. Il y a quelque chose là-dedans, dans ces gens qui ont cette générosité du comique, qui en plus arrivent à faire des choses dramatiques et à tout tenir. Là, ça me bouleverse. Moi, j'étais un peu jalouse des acteurs qui avaient la possibilité de tourner dans des drames, parce que la comédie, ça exige toujours d'avoir un pas de côté. Enfin, peut-être pas quand c'est Jim Carrey et tout ça, qui a quand même les deux, mais évidemment. Mais je me disais, j'ai envie de jouer des choses auxquelles où je suis même pas obligée d'avoir un pas de côté, où on peut être pleinement dedans, dans l'émotion, dans ce qui se passe et tout ça. Je me dis, ça doit être super. Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est de pouvoir aller vers des genres différents. Peut-être que le seul souci avec la comédie, qui est pour moi, enfin non, il n'y a pas de genre le plus noble, mais où c'est extraordinaire, c'est qu'en France, c'est quand même le genre qui est le plus facilement financé. Donc, où parfois, il y a un travail sur l'écriture qui est un peu moins présent. Je trouve qu'on a un cinéma d'auteur qui est quand même riche, foisonnant, multiple, et qu'à cet endroit-là, il y a évidemment des choses qui sont bien, mais dans la globalité, c'est parfois un peu, on refait des recettes qui ont déjà marché, et c'est pas très rigolo, quoi. C'est pas évident, hein, donc c'est un peu de nouveau un cliché de dire attends, la comédie c'est pas facile, mais pour le coup c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et puis il faut une audace aussi. Il y a des choses, des séries que je vois anglaises où ça va, où ça peut être extrêmement cruel. Même Verhoeven, il y a des choses terriblement drôles, mais il y a un regard qui est tranchant, un regard qui est oblique et tout ça. Et que chez nous c'est encore un petit peu, c'est encore un peu gentil à cet endroit-là. Il y a plein de choses à faire en même temps, c'est excitant. On a l'impression un peu que si vous êtes, entre guillemets, passé au drame, entre guillemets, Oui. parce que vous allez encore faire des comédies, j'espère, Oui. c'est parce que vous ne trouvez pas votre compte aussi au niveau des scénarios français. On essaie toujours de faire avec le mieux de ce qu'on nous propose, quoi. Ce que je disais, c'est que les scénarios de comédie sont parfois plus facilement écrits et comportent parfois moins d'originalité. Moi, c'est vrai que je me dis pas, tiens, est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Je me dis, qu'est-ce que là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui est raconté qui est original? C'est hyper difficile aussi d'écrire quelque chose de vraiment drôle. Et après, c'est marrant, parce qu'à un moment, quand je faisais comédie romantique, il y avait une certaine typologie de personnages qui revient. Et puis à un moment, et Benedetta en fait partie, mais les films que j'ai faits après, dont certains ne sont pas sortis encore, je me dis, mais putain, c'est marrant. Moi qui pensais que j'avais une apparence d'une personne ultra équilibrée, j'ai joué énormément de tarés. Tout d'un coup, je me dis, je ne joue plus que des gens qui ont des pathologies graves, lourdes. C'est quand même comique. Alors qu'avant, vous faisiez souvent le même profil de femme, indépendante, en même temps un peu... Oui, c'est ça. Mais heureusement, c'était des comédies, donc c'était pas... ça jouait absolument pas que sur des trucs d'apparence. On était quand même moteur de quelque chose. Mais après, le film de Justine, Victoria, où c'est quand même une femme très complexe, c'est génial ce qu'elle raconte. On voit rarement des maternités, des femmes qui sont mères de cette manière-là. Il y avait un dialogue et une liberté qui était vraiment chouette. Mais après, je fais un amour impossible. Ça me permet aussi, je sais pas, un amour impossible, c'est-à-dire un rapport d'emprise entre un homme et une femme, une mère qui est un peu aveuglée, qui voit pas l'inceste que vit sa fille. C'est rentrer dans des choses un peu troubles. C'est intéressant aussi. En fait, ce que tu as envie, c'est de restituer un peu, de témoigner un peu d'une forme de condition humaine. Moi, je me souviens pourquoi j'aimais le cinéma, c'est que je me sentais moins seule. Je me dis, tiens, le gars là qui fait un film en Chine, Zhang Yimou, avec Gong Li, normalement, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ma vie, mais il parle d'un sentiment que moi-même j'ai déjà effleuré, que j'ai ressenti, et ça me bouleversait. Enfin, c'est des choses. Donc, on a envie de faire ça aussi, d'essayer de raconter quelque chose. Ce qui est emmerdant, voilà, sur les films plus rapidement produits, c'est que les personnages sont des représentations. Et donc, ils pourraient être qualifiés par 3 adjectifs. Oh, elle est sympathique, mais bordélique. Bon, ça, non, il faut... Ce qui est génial, et la quintessence, ça serait Verhoeven, qui est le roi de l'ambiguïté. Mais c'est de raconter des choses, on n'est jamais qu'une seule chose, quoi. Et peut-être que le cinéma français, dans les drames, propose plus souvent ça que les comédies. Je peux avoir des gens avec qui je vais mieux m'entendre que d'autres, mais il y a quand même toujours une admiration. Enfin, je leur porte une admiration. On essaie de faire quelque chose ensemble. Ça rend très heureux, faire quelque chose ensemble. Même vous, là, vous faites quelque chose ensemble. C'est chouette quand même, ça donne du sens. On a envie, vous essayez un nouveau forme. Enfin, je sais pas, c'est être animé par un truc, quoi.
Si c'est juste venir faire son métier, alors c'est quoi mon petit personnage, machin, maquillage, ça n'a pas d'intérêt. C'est croire, voilà, on revient encore à Benedetta sur la croyance, c'est croire en quelque chose de plus grand que nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez conscience dès le début? Enfin, je veux dire, dès vos premiers rôles? Le travail collectif, l'importance de... C'est surtout que quand il n'y a pas, on sent le vide en soi. On n'a pas bien compris d'où ça vient, l'espèce de sensation de vide, d'inaccomplissement, parce que tu peux te dire, alors on dit, mais attends, ta vie, elle est super, hein, tu gagnes bien ta vie, et puis nanana, machin, etc. Oui, mais si tu n'as pas l'estime de toi-même, qu'est-ce que tu veux? Oui, d'accord, et alors, il y a quelque chose où tu sens le vide. Je ne dis pas que maintenant j'ai trouvé le sens de l'existence, mais je trouve que le chemin de recherche, c'est quand même un chemin qui me va, quoi. Je vous propose qu'on fasse une petite rotation vers la droite. Allez, d'accord. OSS? C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge. Ah, oui, c'est Godard. À bout de souffle. Franchement, je vous le conseille, hein. C'est un gars qui a de l'avenir, Godard, je pense. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'est Louis de Funès dans le film avec Yves Montand, là? Ah, c'est ça, comment ça s'appelle? Il est l'or de se réveiller. La folie des grandeurs. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. C'est une phrase drôle, en tout cas, mais il peut y avoir des phrases drôles dans les drames. C'est forcément un film de ces 20 dernières années. Je sais pas quel film c'est, mais comédie. Comme ça, il faut bien comprendre une bonne fois pour toutes que ces films n'entendent plus l'autre joue. Attends, sans déconner, la façon dont tu viens de parler, là, on aurait dit un mélange entre Moïse et Bernard Tapie. Ah bon, il y avait cette phrase-là? Ah, ok. Oui, c'est un drame. C'est un drame, mais il y avait des phrases très spirituelles et très drôles. Pas mal. Je valide la phrase déjà. J'ai dit Koenig. Mais le film est culte pour tout le monde, alors je suis passée à côté. Je m'excuse auprès du réalisateur s'il est en train de voir cette interview, je vais revoir ce film. Non mais c'est fou, mais le film est culte, on m'en parle tout le temps. Comme je suis belge, je me dis Dick Koenig, oui, d'accord. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Ah oui, ça c'est putain les nuls, c'est mais c'est pas vrai quoi. C'est le film le plus connu, la vallée, non la colline, merde. Dansons la cacoretche. Tout évidemment c'est les nuls, c'est Chabat, c'est calme, c'est pas dans la cité de la peur. Putain quelle honte. Pardon. Ok, attends, je bois un coup. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu plus ou moins 2 points de bascule, c'est la manière dont vous avez travaillé sur 20 ans d'écart et l'interaction que vous avez pu avoir sur le scénario, puis l'impact de Victoria où vous propose un rôle où vous pouvez construire quelque chose. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous vous dites que vous ne pouvez plus retourner en arrière et vous ne pouvez plus retravailler comme vous avez pu travailler avant et que maintenant ce sera comme ça que vous voulez travailler? Oui, bien sûr. Je pense que chaque expérience où on trouve quelque chose de nouveau qui nous va, c'est un indice de comment il faut fonctionner pour la suite, quoi. Alors, on ne peut jamais réitérer les mêmes expériences, mais par exemple, la connivence que j'avais avec Justine, la compréhension de l'autre, ça m'a permis déjà, dans le rapport au metteur en scène, de me sentir plus à égalité, dans le sens, qu'est-ce qu'on a échangé ensemble? Qu'est-ce qu'on a échangé? D'essayer de trouver des films où on a quelque chose à échanger. Du coup, déjà, même dans la manière de se présenter à l'autre, c'est pas est-ce qu'il va me choisir, pas me choisir, c'est aussi est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on a quelque chose à raconter ensemble? J'ai lu dans des interviews que c'est justement assez récent pour vous de vous intéresser à l'envers du décor, à regarder comment on filme, à regarder les écrans, à regarder... Ça vous aide dans votre travail? Ça vous aide dans votre manière de travailler, de savoir comment est composée l'image? Ah ouais, mais moi, en fait, je le fais toujours, hein, si le metteur en scène me laisse faire. Au début, peut-être j'osais pas, mais c'est-à-dire que sur le plateau, en fait, donc le réalisateur a la plupart du temps, 9 fois sur 10, un combo, c'est-à-dire ce qui est l'image de ce qui est en train d'être filmé. Donc déjà, par exemple, sur le film de Verhoeven, c'était très impressionnant. Moi, ma première scène, c'est quand même, je rentrais dans une sorte de transe, je suis sur une place du Moyen-Âge avec 300 figurants. Et le fait de regarder cette image, en fait, on fait juste partie d'une image. C'est pas, quand il y a un très bon réalisateur, vous êtes
une des choses, un peu essentielles, puisque vous jouez, que c'est quand même vous qui transmettez les émotions. Donc, je ne dis pas que c'est mineur, mais en fait, il y a quelque chose d'un peu plus grand que vous faites partie d'une image. Et ce qui est intéressant aussi, quand on joue, c'est que c'est comme si ce que j'essaie d'expliquer là, comme si on perd pied, on se lance dans l'inconnu, quelque chose se passe, et après on ressort, quoi. Comme en apnée, quoi. À un moment où le temps n'existe pas, on ne sait pas exactement, il y a quelque chose qui... Puis on ressort de ça, et moi j'aime bien aller voir, quand le réalisateur le permet, s'il ne le permet pas, je n'insiste pas, mais s'il le permet, j'aime aller tout de suite voir l'image après, donc en général je vais derrière, Paul Verhoeven, il regardait l'image, comme il est focalisé pour revoir ce qu'il a filmé, il ne fait pas attention à moi, donc je vais derrière. Déjà quand il regarde, il parle tout haut sans se dire on ne va pas la blesser, mais donc il peut dire pourquoi elle lève la tête là. Je lui dis ok, il ne faut pas que je la lève, le machin, etc. Et puis surtout, là je regarde le film. Avant, quand je joue, je suis perdue à l'intérieur. Je sais que tout soit dans une sorte de réel, même avant qu'il y ait l'action. J'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas de technicien, où il n'y a pas de... Pour me dire comme... c'est vraiment très enfantin et un peu bébête, mais comme une télétransportation, quoi. Genre, ok, c'est maintenant, c'est ici, maintenant, et on fait avec ce qui est, quoi. Mais après, en revanche, tu regardes le film, et là, le film, ça peut être juste dire, tiens, là, je dois aller un peu plus vite, là, le visage, il doit être plus en arrière, ça, là, j'y crois pas. Non, le mouvement, il doit être plus... Ça aide à... C'est rentrer, sortir, rentrer dans un état, perdre un peu pied, revenir... Et puis, voilà. Et puis, pas croire aussi que parce que tu ressens... Mais tout ça, c'est par l'expérience, quoi. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre d'avoir raison. On peut faire quelque chose et le lendemain penser l'inverse, mais par exemple, sur le film de Dupontel, il y a un moment où je dois faire une scène où je suis très émue, je retrouve mon fils et tout ça. Et il y a une des prises où vraiment je suis tellement prise dans cette espèce d'émotion que c'est même dur pour moi, quoi, de continuer. Alors j'imagine que ça doit être un peu impressionnant pour le metteur en scène, parce qu'il te voit vraiment, même quand c'est coupé, tu continues à chialer, il doit se dire, bon, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a vraiment beaucoup donné. Et c'est pas la prise la plus intéressante, en fait. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est celle qui vient après, où tu as l'état, mais où tu t'essaies de prendre sur toi, en fait. Donc, c'est pas parce que tu ressens quelque chose véritablement que c'est forcément ce qui est le plus intéressant à l'image. Et après, la compréhension du personnage. Je crois que rien ne va dans cette phrase. Je crois que tu peux jamais comprendre totalement quelqu'un et qu'il n'y a pas de personnage, en fait. Qu'il y a une idée de quelque chose que tu essaies de mettre en toi, mais tu comprends comme une... c'est à l'intérieur de toi, mais tu comprends quand même une forme d'onde, je ne sais pas comment on dit, quelles seraient les limites, quel serait le vocabulaire, une manière de dire, un rapport social, quel est son rapport, quel est sa libido, quel est son amour son ego, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Qu'est-ce qu'elle s'autorise au niveau social. Enfin oui, tout ça, tu le sens presque instinctivement. C'est pas un travail intellectuel du tout. Ça, c'est bien. Tu peux, si tu veux, avant, que ça t'amuse de te documenter, de machin, faire une sorte de travail intellectuel, si ça te chante. Mais ce qui est intéressant sur le plateau, c'est que jouer, ce qui est vraiment trop bien, c'est que ça permet quand même d'ouvrir des portes sur soi et sur le monde de manière non intellectuelle, non cérébrale. C'est quelque chose de physique. Donc sur Benedetta, vous avez préféré essayer de ressentir sur l'instant T ce que c'était, plutôt que en amont, lire sur le personnage, essayer de comprendre. Non, en fait, ce qui est génial, c'est que tu fais les deux. Tu prépares en amont et puis tu essayes d'oublier. Tu n'arrives pas en te disant, là, c'est exactement ça qui doit se passer. J'avais beaucoup travaillé en amont, moi, sur Benedetta, par exemple, parce que quand j'avais demandé à Paul Verhoeven, pour la préparation, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, you know what you must do. Ok, I know what I must do. Ok, mais enfin, j'ai rarement eu des crises de mysticisme. Je suis pas ou été possédée par Jésus. Même dans le film, je ressuscite. Ça ne m'est rarement arrivé dans l'existence. Bon, d'accord, ok. Tu t'appelles comment ? Sœur Benedetta, et toi ? Bartholoméa. Je vais y tomber. Sœur Benedetta ? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Et donc, j'ai travaillé. Ça, c'était la première fois que j'ai travaillé avec un coach. Surtout que j'ai fini un film avant qui s'appelait Sibylle. Très peu de temps avant, il y avait beaucoup de textes. Et en fait, on ne travaille pas, tiens, voilà, on joue les scènes. C'est vraiment comme si tu faisais une psychanalyse du personnage. Donc, qu'est-ce qui la fonde, quels sont ses rêves, ses machins. Enfin, c'est comme si tu remplissais ta tête d'images mentales déjà, et que tu construis. Parce que sur un film comme celui de Verhoeven, il y a un travail presque, comme j'imagine, j'ai jamais travaillé avec les Américains, mais comme j'imagine à l'américaine, c'est pas l'endroit où on dit où on va chercher.
Ça, c'est génial, ça, en France. Il y a plein de films où on cherche. On va dans une direction, puis dans une autre. Avec Justine, tu fais parfois, on parlait de comédie et de drame tout à l'heure, une version plus comique, une version plus dramatique. Et on va dans un sens, et on se fout dans un état, dans un autre, etc. Là, c'était pas ce genre de film-là. C'est comme s'il fallait faire une proposition directement. Et donc, tu as réfléchi avant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que cette nonne, même si c'est du Moyen-Âge, comment elle parle? Est-ce qu'elle elle peut être moderne? Est-ce qu'elle peut s'asseoir en croisant les jambes? Est-ce que c'est une position du Moyen-Âge? Peut-être pas, mais est-ce que c'est grave ou pas? Donc, c'est proposer quelque chose quand elle prie. Est-ce que, pour faire une forme d'honnêteté, est-ce que c'est comme si elle était au téléphone en disant « Jésus ?» Il me répond. Oui. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est trouver plein de biais pour raconter, trouver un chemin. Comme le film est extrêmement dense, extrêmement puissant, qui a beaucoup de symbolisme, beaucoup de métaphores. Pour moi, c'est un film où on peut ouvrir quantité de tiroirs sur plein de choses. Il fallait trouver, et puis il faut aimer aussi, je crois. Ce qu'on interprète pour s'en sentir proche, il faut aimer. Pour se sentir proche, il faut aimer. Donc, c'est trouver quelle est sa quête, qu'est-ce qu'elle cherche, ou à l'endroit où son endroit de souffrance, de fragilité, quelle est sa vulnérabilité, enfin... Donc oui, ça c'est un travail qu'on fait en amont, mais sur le plateau, oui, il faut être en prise avec ce qui arrive. Donc si on peut lâcher son cerveau, c'est chouette. Voilà, quand il me dit, bon, c'est la scène où tu ressuscites, il me dit pas, voilà comment tu vas la faire. J'ai une idée de quelque chose et on le fait et voilà. Mais je me souviens, par exemple, à un moment où elle reçoit les scarifications et elle va devant les autres nonnes dire, je voulais jouer ça comme une jeune fille qui venait de perdre sa virginité, qui est trop fière d'aller dire à ses copines, genre... Il me dit, mais pas du tout, Virginie, elle est très fatiguée. Et moi, j'ai joué, genre, regardez, moi. Et il fait, non, elle est très fatiguée, pas ça. Ah ben très bien. Donc, je me souviens une fois qu'il m'avait dit, mais je me souviens aussi de c'est bizarre, moi, c'est bien, je crois. Il voulait certainement pas faire du mélodrame. Il voulait que le personnage soit ambigu. Mais ce qui était génial, c'est que je me dis, ça, c'est son rôle à lui, cinéaste, de filmer l'ambiguïté. Moi, ce que je me raconte dans ma tête n'appartient qu'à moi. Donc je peux penser moi que c'est une femme qui a une croyance énorme et que même si elle est manipulatrice, est-ce que le manipulateur se dit toujours comme dans les dessins animés non, parfois il croit qu'il est dans le juste, hein. Voilà quoi. Quand vous signez le film, que vous savez pertinemment que vous allez le faire et que vous allez avoir le premier rôle et vous savez les scènes de nudité que ça engage, les scènes de résurrection, etc. Enfin, des scènes assez difficiles, je pense, à faire. Vous êtes enthousiaste ou vous avez enthousiaste, ouais. Pas d'appréhension par rapport à ces scènes qui peuvent être... Non, vraiment pas d'appréhension. Enfin, je me dis pas ça va être simple, ou je vois déjà exactement comment je vais faire, mais ça m'intéresse d'essayer de trouver le chemin, quoi. De trouver le chemin. Et puis, à partir du moment où il vous choisit, je veux dire, la confiance qu'il a te nourrit. Tu dis, bon, alors je vais le faire, quoi. Alors, je vais le faire. Et puis après, tu essaies de trouver quel chemin. Plus jouer, on peut jamais se dire, tiens, oui, alors c'est bien joué ou c'est mal joué. Tout ça est très subjectif, quoi. Mais c'est avoir une certaine idée de quelque chose. Et les scènes de sexe, par exemple, comme c'est un réalisateur, quand même, que cette question l'intéresse très fort, ils ne sont pas si nombreux. C'est intéressant que si c'est quelque chose où tu as une certaine idée pour le montrer. C'est-à-dire qu'on voit dans ces films que ça l'intéresse. L'idée de l'illustration coïtale n'a aucun intérêt en soi. Pour qu'une scène de sexe soit réussie, c'est bon, ok, d'accord, de l'érotisme, qu'est-ce que c'est que l'intimité au lit, mais il peut y avoir une dimension aussi métaphorique, enfin, que quelque chose soit particulier. Et Verhoeven, il sait faire ça. Il sait très bien, enfin, il me dit ça ne doit pas être trop long. C'est vrai que dans Basic Instinct, la scène, elle est très longue, mais c'est juste parce qu'on se demande quand elle va sortir le pic à glace. Enfin, je ne dis pas que c'est facile, comme si, ok, la pudeur, on pouvait l'envoyer comme ça, balader, qu'elle ne revient plus. Parfois, ouais, on se dit, voilà, j'ai trouvé évanoui tellement j'ai... Oui, il y a parfois des peurs, bien sûr. Mais en fait, on construit quand même quelque chose ensemble. Moi, ça m'intéresse en tant que spectatrice, donc comme j'ai envie de faire un cinéma que j'aurais envie d'aller voir, du coup... Tout à l'heure, vous parliez de comment, justement, vous sortiez un peu pour regarder derrière le combo, pour visiter dans le personnage, puis vous en sortiez. Il y a un peu ce mythe de l'actrice, de l'acteur, qui reste bloqué dans son personnage quand c'est un personnage aussi fort que le vôtre, par exemple. Et que c'est quelque chose qu'on se traîne derrière. Ça a été un tournage qui était difficile, Benedetta, pour vous? Parce que là, on en parle, on a l'impression que ça a été qu'une partie de plaisir, mais ça a été difficile pour vous? Vous avez eu du mal
à en sortir ou... Non, pas du mal à en sortir. Tu vois, j'ai quand même un peu de décence pour les gens que j'aime et qui vivent avec moi et qui n'ont pas envie de se taper une nonne folle à la maison. Enfin, comme... J'ai un enfant déjà, tu vois. Tu veux que je lui propose quoi? Non, enfin, c'est pas possible. Je peux pas, quoi. Je peux pas, donc tu es obligé de prendre une distance, etc. Alors, est-ce que tout... non, si tout est simple, tranquille, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, donc il faut franchir des limites. Il y a des choses qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé du corps et tout ça, et tu m'as raconté tout à l'heure une scène du film qui est proche d'une scène de La chair et le sang. Par exemple, ça, dans une scène qui est une scène de viol, hein, où il y a 4 gardes qui te prennent, qui te mettent sur le sol. Je sais bien que je suis en train de jouer à ce moment-là. Je sais bien que tout ça est du réel, que c'est une représentation de quelque chose. Je constate moi-même qu'une fois qu'on a tourné cette scène, je vais pas bien. J'ai envie de... Enfin, j'ai ce truc-là, je me cache parce que je me dis, on va croire que c'est l'actrice qui part dans ses délires, donc je me cache. Mais je me suis rendu compte que ça, c'est juste la mémoire du corps. Le corps vient sort de traumatisme. Ton cerveau a très bien intégré qu'on était en train de jouer quelque chose. Mais malgré tout, en fait, le corps a reçu un choc. Bon, voilà, hein, c'est un truc chimique comme ça qui se passe. Pour entrer dans des états de possession, c'est difficile. Je suis arrivée, moi, à travailler en amont sur qu'est-ce qui pouvait provoquer, quel était le départ de ces scènes où elle part complètement en vrille. Donc oui, mais après, de nouveau, c'est par le corps que ça passe, par la respiration, par une déformation du visage, par aussi la voix qui part, etc. Je me souviens qu'après, oui, forcément, comme tu travailles sur une respiration bizarre, tu as un mot de crâne qui vient tout de suite, parce que tu es vraiment sorti de quelque part. Donc, est-ce que c'est ça, que ce soit difficile, ça? Je t'avoue quand même que quand on travaille avec... c'était plus difficile pour moi, certains films, quand je trouvais que le metteur en scène n'avait pas assez travaillé ou n'était pas assez exigeant. Je me dis quand même, faire un film, c'est quand même pas... Enfin, il y a plein de gens qui aimeraient bien, c'est une chance de pouvoir le faire, et où je trouvais qu'il y avait ou bien quelqu'un qui a peur et qui fait semblant qu'il n'a pas peur. C'est pas grave, un metteur en scène, il peut être dans le doute, mais je sais pas, c'est plus compliqué alors, du coup. Là, sur ce film-là, et sur d'autres aussi, hein, mais tu es très aidé, quoi. Et en plus, personne ne se prend au sérieux. Verhoeven, qui a quand même fait des trucs, on dirait un petit garçon farceur, tu vois. Et après, tu essaies de désacraliser. C'est pas, attention, on rentre dans quelque chose, on y va pleinement, mais oui, il faut en ressortir. Faut en ressortir. Après, il faut s'obliger, quoi. C'est obligé. Il me disait justement tout à l'heure, Paul Verhoeven, que sur les scènes de sexe de Basic Instinct, quand il avait montré les storyboards à Michael Douglas et Sharon Stone, ils étaient un peu choqués. Ouais. Donc, je sais pas quelle était votre réaction quand il vous a montré un peu les storyboards. Non, même pas du tout choqué, quoi. Mais après, je crois que je vis dans un monde adjacent. C'est comme ce midi, je déjeunais avec lui, il y avait d'autres personnes. Et à un moment, je me dis, tiens, est-ce que c'est des... Il me dit, oui, je sais pas, quelqu'un demandait à Paul s'il aurait pu faire ce film aux États-Unis. Il dit non. Puis il dit non, parce que je crois qu'aucune actrice aurait accepté le rôle. Je fais, ah bon, tu crois? Ah bon? Je me dis, et alors oui, c'est là qu'on a parlé du puritanisme aujourd'hui, mais c'est sûr que déjà en France, on n'a pas tout à fait le même regard par rapport à ça. Moi, dans ce qui a fait mon éducation, les films que j'ai regardés, etc., oui, non, ça, c'est pas... non, je peux pas être choquée par quoi... bon, alors, il y a une chose... non, sur la sexualité, globalement, ça peut vraiment prendre toutes les directions du monde. Je ne vois pas bien ce qui pourrait me choquer, en fait. Là, la question la plus particulière, c'est quand même cette idée de comment on réunit ce qui constitue Benedetta, c'est-à-dire sa foi profonde et le désir charnel qu'elle a pour une femme. Et comme Verhoeven va aller chercher les images les plus fortes, on se retrouve quand même à avoir un truc qui lie la sexualité et quelque chose qui est de l'ordre du sacré religieux ensemble. C'est particulier, ça, oui, bien sûr. C'est particulier, mais c'est surtout particulier, je crois, si on ne voit pas le film et qu'on te raconte juste cette scène-là. À l'intérieur du film, moi, ce qui me va, c'est que j'aime l'idée qu'on raconte par là que l'Église catholique qui dit à l'époque nous on est proche de Dieu alors que si t'as pas d'argent tu rentres pas au couvent, qu'ils ne cherchent que le pouvoir, que quand il y a la lèpre ils mettent tous les malades dehors. Il y a quelque chose qui raconte pour moi dans cette scène aussi l'idée que Dieu il est là où tu le trouves toi, qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un endroit du dogme de dire c'est là
les gens qui pensent, ce qui est beau dans le mot croyance, c'est de croire, c'est de doute, c'est l'humilité. Mais genre, c'est moi qui sais comment il faut aimer Dieu et comment on en est proche, c'est faux. C'est-à-dire que choquer pour choquer, moi, j'ai pas la personnalité de ça. C'est-à-dire que choquer, me semble, être un geste un peu vain en soi. Mais si ça raconte quelque chose qui te semble quand même assez juste, qu'en plus on sait qu'il va aller vers des images et qu'il exagère des choses, qu'on sait aussi qu'il raconte une histoire vraie et que cette Benedetta Carlini, elle avait une pathologie profonde, hein, elle était quand même schizophrène, même si c'est pas moi, je joue pas la schizophrénie parce que ça m'intéresse pas de dire elle est bonne d'un côté, méchante de l'autre. Je crois que des gens très mauvais, qui ont commis des mauvaises actions, répréhensibles également, ont une part de bon. Et je le crois profondément, ça. Comme les gens qui se prétendent tout bon, n'ayant que de la vertu en eux, et qui disent moi, dans telle situation, j'aurais été si courageux. Oui, il faut se méfier un peu. L'apologie de ta propre bonté, moi, je trouve ça toujours un peu craignos, quand même. Craignos, voilà, un mot de 1983. Donc, oui, voilà. Donc, ça ne m'a pas choqué, moi, personnellement. En plus, je connais son cinéma. Et au moment où on fait les choses aussi, on ne pense pas à la réception des choses. À la limite, peut-être j'y pense plus maintenant parce que le film va sortir. Pas à un moment on le fait, parce que j'ai l'impression, moi, justement, que dans la fiction, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut me choquer. Ou parfois, je suis surprise et tant mieux, quoi. J'ai vu une série assez géniale qui est faite par un mec du Saturday Night Live. Évidemment, pourquoi, là, j'ai plus de mémoire avec vous, là, je sais plus. C'est un vieux truc, c'est sur HBO, c'est un truc d'il y a 3 ans. Sur un mec et serial killer et qui se découvre une passion pour le théâtre avec une troupe amateur. C'est vraiment super chouette. Et bien, il y a des moments là-dedans, ça c'est excessivement drôle. Il y a un moment où ils font faire un truc au personnage principal qui est vraiment tellement amoral, tellement fou. J'ai trouvé que c'était super, en fait, ça aussi, parce que ça justifiait dedans. Enfin, c'était tellement surprenant. Ce qui est emmerdant, c'est le bon petit programme qui est bien appliqué, où on sait que le personnage va être ci, ça... même dans des questions très progressistes, en fait. On se dit, ah oui, c'est bien, là, il y a des représentations de minorités, ça c'est super, c'est important. Mais si, dans le fond, on doit remplir on doit cocher Barry, ça c'est trop bien. Mais si, dans le fond, on doit respecter... si ça fait comme aussi un petit dogme de fiction, où on n'interroge plus la société, on essaie juste de bien faire ses petits devoirs, quelque chose qui est même plus sincère. Donc, je sais pas, donc c'est quand même... je veux dire, la liberté d'un réalisateur, d'un scénariste, c'est la possibilité d'avoir accès à une intimité et donc à de l'universel. Tournez pour les dernières questions. Ah oui. Christoph Oppenstein, qui est chef opérateur aussi. Je me rappelle plus comment il s'appelle, Marvin? Non, Mavis. Ah, j'étais pas loin. Mavis. C'est Alain Attal, c'est Hugo Sélignac, c'est Film du Trésor. Ah oui, c'est Jeanne Lapoirie, c'est la même que Benedetta, je l'adore. Nabil. Oh putain, je l'aime énormément, il a eu un César pour le film Madame de Jonquière. C'est une personne d'une douceur incroyable. Il a proposé des costumes déments avec une précision folle. Pierre-Jean Larocque. Pardon, Pierre-Jean. Pardon. Marianne James, André Manoukian, Dovatia, je connais, et Manu Katché. C'est horrible parce que c'est quand c'est des gens que tu connais, que tu oublies, c'est l'enfer sur Terre. On va vous demander une dernière chose. Ouais. On vous demande un peu de signer un peu comme un livre d'or. Tenez, je vous donne ça. Ouais, c'est pas de la poésie. Hein. Dominique